Plusieurs documents concordants permettent d'établir qu'il existe, bien avant le début de la Révolution, un plan conçu dans certaines loges d'illuminés et de néo-templiers pour détruire la religion catholique et la monarchie française. Ce plan prévoyait de faire périr le successeur de Louis XV sur l'échafaud, à l'exemple de Charles Ier d'Angleterre. Il est possible que vers 1770, date de l'apparition de l'ouvrage de Louis-Sébastien Mercier, dont nous allons citer plus loin des extraits caractéristiques, les Illuminés espéraient obtenir du futur Louis XVI qu'il se rallie à la Révolution et qu'il devienne le chef apparent d'une monarchie révolutionnaire, ce qui lui aurait valu la vie sauve. Mais il se peut très bien que cette alternative n'ait été imaginée que pour assurer les adeptes les plus timorés et que les cercles dirigeants des Illuminés aient résolu la mort du roi en toute hypothèse. Cette mort était en tout cas décidée probablement dès 1782, date du congrès maçonnique de Wilhelmsbad, et à coup sûr en 1786, date pour laquelle nous avons des témoignages concordants que nous étudierons tout à l'heure. Le premier document que nous possédons sur le projet révolutionnaire et régicide est irréfutable et de date certaine. Il s'agit du livre de l'écrivain franc-maçon Louis-Sébastien Mercier, l'an 2440, Rêve s'il n'en fut jamais, qui fut publié sans nom d'auteur à Amsterdam en 1770, mais daté 1771. Dans cet ouvrage d'anticipation, Mercier annonçait froidement les états généraux, la suppression de la monarchie absolue, le gouvernement républicain, la guerre civile et la terreur, l'abolition des monastères et du célibat ecclésiastique, la disparition du pouvoir temporel du pape, le ralliement de Rome au déisme et à l'indifférentisme religieux. Ceci près de 20 ans avant la Révolution. Voici l'annonce du renversement de la monarchie. La monarchie n'est plus. Tout s'est accompli à la lettre, il n'y eut jamais de prophétie plus certaine. Il est vrai que l'orgueil, la cupidité et l'intérêt présentaient 1000 obstacles, mais quel plus beau triomphe que de trouver le nœud qui devait faire servir ses passions particulières au bien général. Il n'a fallu qu'une voix forte pour réveiller la multitude d'un sommeil d'engourdissement. Si l'oppression tenait sur vos têtes, vous ne deviez en accuser que votre faiblesse. La liberté et le bonheur appartiennent à qui ose les saisir. Tout est révolution dans ce monde. La plus heureuse de toutes a eu son point de maturité et nous en recueillons les fruits. La loi n'est-elle pas l'expression de la volonté générale ? Nous avons éprouvé combien la souveraineté absolue était opposée au véritable intérêt d'une nation. Voici maintenant la description de la Révolution royale avec la convocation des États généraux et la création d'une assemblée législative. La Révolution s'est opérée sans effort, et par l'héroïsme d'un grand homme, un roi philosophe, offrit de remettre les États en possession de leurs anciennes prérogatives. La souveraineté absolue fut donc abolie. Le chef conserva le nom de roi, mais il n'entretint pas follement de porter tout le fardeau qui accablait ses ancêtres. Les États assemblés du royaume eurent seuls la puissance législatrice. Cet État apparemment monarchique n'est en fait qu'une république couronnée. Mercier prend soin de nous en avertir par une note. Il est bon à tout État, fût-il républicain, d'avoir un chef, en limitant toutefois son pouvoir. C'est un simulacre qui en impose à l'ambitieux, qui étouffe tout projet dans son cœur. Un peu plus loin, une autre note revient sur le sujet. Pourquoi les Français ne pourraient-ils pas soutenir le gouvernement républicain ? Sous le voile de la fiction, Mercier apostrophe le futur Louis XVI et dosant habilement la menace et la séduction, il l'adjure de consentir au nouvel ordre des choses. Votre grandeur, votre sûreté sont moins fondées sur votre puissance absolue que sur l'amour de votre peuple. S'il est malheureux, il souhaite plus ardemment une révolution et il ébranlera votre trône ou celui de vos enfants. La majesté du trône réside plus dans une tendresse vraiment paternelle que dans un pouvoir illimité. Ce pouvoir est violent et contre la nature des choses. Plus modéré, vous serez plus puissant. Que l'on relise attentivement ce passage. Cette recherche de l'amour du peuple, cette tendresse paternelle pour ses sujets, cette modération dans l'exercice du pouvoir, n'est-ce pas précisément ce que le malheureux Louis XVI a voulu réaliser avec le résultat que l'on sait ? Il est pourtant peu probable qu'il ait lu le livre de Mercier et qu'il ait décidé d'en suivre les conseils. Mais il y a une autre explication. Les Illuminés savaient pertinemment que le futur Louis XVI avait reçu de son père, de son entourage, une tradition politique radicalement différente de celle de Louis XIV et de Louis XV. Cette tradition, c'était celle de Fénélon, et de son élève, le duc de Bourgogne, à savoir des idées féodales parfaitement rétrogrades, accommodées au goût d'une sorte de démocratie chrétienne, comme le dit très bien Jacques Bainville dans un texte remarquable, dont nous donnerons l'essentiel dans notre prochain numéro. La théorie, poursuit Bainville, voulait aussi la convocation des États généraux, la consultation des trois ordres et du bon peuple, alors que la convocation des États généraux devait faire tout sauter, ce qu'on savait fort bien depuis 1614. Quand on connaît l'imprégnation maçonnique qui fut celle de l'entourage de Fénélon, lui-même agnostique, dès le début du XVIIIe siècle, et que quand on sait quelle fut la puissance de la maçonnerie à la cour de France, dès la minorité de Louis XV,
On peut penser que ce courant d'idées démocratico-réactionnaires, issu du Télémaque et des tables de Chaulnes, a été véhiculé par la secte et qu'elle connaissait parfaitement l'effet produit sur l'esprit du futur monarque. On comprend mieux, dès lors, l'assurance avec laquelle Mercier annonçait le caractère inéluctable de la réalisation de ces utopies. Mercier sait très bien que cela ne pourra se faire sans violence, aussi, il exhorte les révolutionnaires à s'armer. Homme, choisis donc d'être heureux ou misérable. Si tu peux encore choisir, crains la tyrannie, déteste l'esclavage. Arme ton bras, meurs ou vis libre. Meurs ou vis libre. Voilà lancé avec 20 ans d'avance le fameux cri de guerre des Jacobins, la liberté ou la mort. La guerre civile est inévitable pour Mercier, et il faut s'y préparer. À certains états, il est une époque qui devient nécessaire. Époque terrible, sanglante, mais signal de la liberté. C'est la guerre civile dont je parle. C'est un remède affreux, mais il devient nécessaire. Enfin, voici, à peine voilée, la menace du régicide. On annonça la tragédie de Cromwell, ou la mort de Charles Ier. La pièce était un chef-d'œuvre, et jamais la cause des rois et celle des peuples n'avait été présentée avec cette force. Cromwell était un vengeur, un héros digne du sceptre, qu'il avait fait tomber d'une main perfide et criminelle envers l'État. Et les rois, dont le cœur était disposé à quelques injustices, n'avaient jamais pu lire ce drame sans que la pâleur ne vienne blanchir leur front orgueilleux. Échafaud de Charles Ier, voilà le sort prédit à Louis XVI s'il ne se soumet pas docilement aux injonctions de la secte. Et, ironie du sort, 23 ans plus tard, c'est le récit de la mort de Charles Ier que Louis XVI demandera à son valet de chambre de lui procurer. Il sait depuis la veille qu'il est condamné à mort, et il ne lui reste plus que 3 jours à vivre.